Bonjour, je suis Abdoulaye Faouzi, ingénieur de conception en informatique, également expert en logistique et transport. Je me présente souvent comme un expert de la transformation digitale, en particulier dans ce domaine qu'est la logistique et le transport, le commerce international de manière générale. Donc, j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience en tant qu'acteur du digital, de la transformation. J'ai beaucoup œuvré surtout dans le domaine du commerce extérieur, notamment à travers mon expérience au guichet unique des opérations du commerce extérieur, où j'ai eu l'honneur de porter le projet de mise en œuvre de la dématérialisation des procédures de commerce extérieur, avec lequel on a pu dématérialiser une soixantaine de procédures des administrations. Tout ça pour fluidifier un peu la chaîne de l'importation, l'exportation et du transit. Le travail a été long, mais on a eu des résultats quand même assez intéressants. J'ai également eu l'honneur de travailler toujours dans le cadre au niveau international avec l'Alliance africaine pour le commerce électronique, où pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour la présidence du comité technique de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, d'abord comme vice-président pendant à peu près 4 ans et puis 6 ans comme président du comité technique. Et dans ce cadre, on a également eu à porter plusieurs projets financés par des bailleurs, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Organisation de la conférence islamique et bien d'autres bailleurs. Tout ça, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets. On a mis en place des guides de référence pour faciliter la mise en œuvre des guichets uniques. On a mis en œuvre une plateforme d'interopérabilité pour les échanges, notamment des certificats d'origine, pour les échanges de documents de transport de manière générale, au niveau de l'UEMOA, au niveau de l'Afrique centrale. Et ce sont des projets à succès aujourd'hui où on a des bailleurs qui viennent encore pour aider à scaler un peu ces projets-là. Également, dans une autre casquette également, je me suis mis pendant plusieurs années comme consultant individuel. J'ai eu à collaborer. Ma deuxième mission en tant que chef de mission, je pense, c'était avec le cabinet AK Expertise. C'était dans le cadre de l'étude sur la mise en œuvre de l'étude de faisabilité de la mise en œuvre d'un système de gestion électronique de documents pour la Cameroun Postal Services. C'était une expérience assez enrichissante qui m'a conduit à multiplier l'expérience. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir plusieurs autres cabinets qui m'ont sollicité et moi-même à titre individuel, comme consultant individuel finalement, j'ai pu m'imposer dans l'écosystème pour pouvoir accompagner plusieurs structures dans plusieurs études, dans les analyses de données, dans comment dirais-je, la réalisation de systèmes spécifiques pour dématérialiser des procédures ça et là. Et puis en 2018, j'ai trouvé intéressant de structurer tout ça parce que la demande devenant de plus en plus forte, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je mette un cabinet pour essayer de mutualiser les expertises autour de moi, fédérer quelques expertises autour de moi pour pouvoir aller plus grand. Ça a été un peu timoré parce qu'en même temps j'avais des défis au niveau du guichet unique, en même temps c'était un peu difficile de suivre les deux à la fois. Mais après le Covid, après la période du Covid, je me suis sérieusement mis à développer ce cabinet-là. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je pense que c'est devenu une référence aussi bien au niveau de l'Afrique centrale qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ce qui concerne l'implémentation des solutions digitales pour la facilitation du commerce extérieur, le transport et la logistique de manière générale. Bien, je pense que c'est un problème que pratiquement tous les cabinets savent. Déjà, pour dénicher les opportunités, vous les identifiez. En règle générale, on va vous présenter des thèmes de référence avec des profils d'un personnel clé, éventuellement du personnel d'appui. Donc, le plus dur, c'est que il faut trouver les gens qui sont en mesure de structurer leur profil de manière à ce que ce soit vendable côté consulting. En règle générale, les gens ont des très bonnes expériences qui sont dans leur profil de carrière, mais lorsqu'il faut structurer ce profil pour que ce soit vendable côté consulting, c'est très compliqué. Donc il faut déjà prévoir, donc moi je prévois toujours en interne une équipe qui se charge de prendre les CV
et tout ce qu'ils ont comme référence de manière brute, essayer de structurer ça pour que nous mettions ça dans notre base de données. Ça, c'est d'abord un des premiers problèmes que nous avons. Le deuxième problème que nous avons régulièrement avec les experts, c'est sur le respect de la méthodologie. Les consultants d'un certain niveau, ils sont habitués, ce sont les patrons, ils ont leur référentiel. Lorsque vous travaillez avec la Banque mondiale, il y a un référentiel. Lorsque vous avez à travers la BAT, c'est plus ou moins le même référentiel. Lorsque vous irez à l'Union européenne, vous allez trouver quelques subtilités. Vous allez avec la conférence, l'organisation de la conférence islamique, vous allez trouver quelques subtilités. Vous allez avec l'État, vous allez trouver des procédures spécifiques, ainsi de suite. Donc, toutes ces méthodes, il faut que le consultant ait la capacité d'avoir la hauteur pour comprendre que je suis en train de travailler avec telle méthodologie et il faut que je m'y tienne. Donc, l'un des effets pervers, c'est quoi? C'est que vous faites un cadrage, vous faites parfois des collectes de données. Maintenant, lorsqu'il faut produire les livrables, vous vous retrouvez donc en train de refaire tout le travail parce qu'il va vous donner en fait pas un produit fini ou quasi fini, mais vous allez devoir retravailler pour aligner ça à la qualité que vous pouvez présenter et que ce soit vendable. Autre élément important, c'est que les consultants ont souvent tendance, parce que quand vous jouez la carte de la transparence, ils ont souvent tendance à croire que lorsque vous faites une offre et que sur l'offre, vous facturez le jour homme, disons, vous prenez quelqu'un, vous dites le jour homme, c'est 700 euros. Donc lui, quand il travaille avec vous, quand il vient en négociation, il veut que les 700 euros lui reviennent. Bon, il ne comprend pas qu'en fait, c'est un cabinet, vous devez couvrir les charges logistiques du contrat, vous devez le prendre en charge dans tous les déplacements, vous devez. Donc, en règle générale, lors des négociations, lorsqu'ils ont accès au budget, ils essayent toujours d'oublier que vous êtes un cabinet, que vous avez des charges sur lesquelles vous devez, incompressibles, que vous ne devez pas négocier, vous devez gérer la fiscalité, vous devez gérer votre personnel d'appui, vous devez gérer, etc., etc. Et puis donc, ils sont très souvent gourmands. Et c'est très souvent le cas lorsque vous avez affaire à des consultants expérimentés. Parce que lorsqu'ils viennent, ils viennent avec des exigences en vous disant, bon, moi, vous savez, si c'est pas 1000 euros, je ne bouge pas. Bon, très souvent, vous êtes obligé de faire beaucoup de compromis. Parfois, vous diminuez chez d'autres, etc., pour essayer de vous aligner. Et c'est très souvent, donc pour la rentabilité du projet, il y a souvent de l'impact. D'autres aspects, c'est la disponibilité. Les consultants compétents sont très sollicités. Très souvent, nous signons les engagements de disponibilité, mais lorsqu'il faut s'exécuter sur le terrain, vous devez parfois courir après eux. Moi-même, parfois, je me suis très souvent retrouvé sur 3, 4 projets en même temps et gérer le calendrier, surtout lorsqu'il y a un ou deux projets qui ont pris du retard. Peut-être pas de votre fait, mais de manière globale, un bailleur qui n'a pas débloqué, un maître d'ouvrage qui n'a pas validé le livrable à temps, qui a causé un coulissement, un partenaire qui n'a pas donné le livrable à temps. Donc, du coup, vous pouvez vous retrouver très vite submergé et honorer dans ces engagements pris avec les différents cabinets, ce n'est pas toujours évident. Donc, on est souvent confronté à ce type de problème. Maintenant, évidemment, lorsqu'il s'agit du recouvrement, là, c'est aussi un autre problème parce qu'il faut payer les prestataires, les consultants lorsque vous les mobilisez. Bon, lorsque vous avez quelques soucis de trésorerie, parfois ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas s'aligner au calendrier, à l'échéancier du paiement du contrat. Ils veulent que lorsqu'ils ont fini leur livrable, les 700 dollars sur lesquels vous vous êtes entendu par jour, ils vous calculent, ils vous envoient ça et tous les 2 jours, ils vous appellent pour dire mais c'est comment. Alors que vous devez attendre peut-être un processus de validation de décompte et tout ce qui va avec pour pouvoir bénéficier. Mais bon, ça, ce sont des questions qui se gèrent dans qu'on anticipe souvent, mais ce sont des problèmes qu'on rencontre quelquefois. C'est presque similaire hein, au niveau de consultants individuels, parce qu'en règle générale, on y va soit en groupement, soit en sous-traitant, soit
il est un sous-traitant, soit vous allez en groupement. Et donc, les accords de groupement définissent très clairement les engagements des parties. Et honorer ces engagements, parfois, ce n'est pas évident. S'ils ont des experts qui doivent mobiliser, il faut effectivement qu'ils honorent ces engagements. On a eu quelquefois des difficultés nous-mêmes à mettre à disposition parce qu'il y a eu un coulissement d'agenda. Un projet qui devait démarrer en janvier démarre plutôt en mai. Entre-temps, ça vient trouver que l'expert qui était disponible, que vous avez mobilisé, qui était disponible en janvier, en mai, il est déjà sur une autre mission. Il faut commencer beaucoup de gymnastique. Donc ça, c'est un des problèmes que nous rencontrons. Le deuxième problème, c'est souvent sur la qualité. Euh, bon, dans mon domaine qui est l'IT, ou dans le domaine du consulting, de la logistique et transport, tout ce qui est études et implémentation et ingénierie autour de la logistique et des transports, on a du mal souvent à trouver des cabinets d'un certain niveau parce que euh, vous avez des marchés, des très gros marchés. En règle générale, vous allez trouver les KPMG et compagnie qui se mettent. Vous avez les gros bureaux d'études canadiens, français et autres qui se mobilisent pour venir se positionner là-bas. Et vous avez un niveau intermédiaire sur lequel, bon, la plupart de nous qui sommes en Afrique subsaharienne, on se positionne. Et parfois, vous avez du mal à se convaincre quelqu'un qui est d'un certain gabarit à venir se mettre ensemble avec vous pour accompagner. Dernièrement, pour un pays que je ne citerai pas, on a dû renoncer à soumettre un appel d'offres parce que le partenaire avec qui on a tout travaillé, on avait toute l'offre, on n'avait pas le budget. Donc au moment où on était déjà prêt à soumissionner, on s'est rendu compte que le budget c'était 6 millions de dollars. Et lui il a dit non, chez eux ils se mobilisent quand c'est 10 millions de dollars en montant. Donc du coup, on a tout fait. Bon, vous savez, chez eux, le compliance, c'est un peu difficile. Donc finalement, on n'a pas pu trouver un autre partenaire qui était à mesure de nous accompagner. On a eu l'information en moins de 3 jours. Donc ça n'a pas été facile de travailler. Donc voilà, je ne parle pas des problèmes, des contentieux qui peuvent naître. Bon, euh, parfois, on s'engage beaucoup avec des gentlemen agreements, hein. Donc, je connais tel, il me connaît. Bon, vraiment, on est ensemble, on va travailler. Et puis, dès qu'on va sur le terrain, les premiers contentieux, on vous abandonne avec tous les problèmes. Et puis, voilà. Oui, la certification ICP, j'ai pris connaissance du contenu et puis on a discuté longuement là-dessus. Je pense que ça vient répondre à un problème précis. La capacitation effective des experts pour qu'ils puissent justement avoir toutes les normes et les bonnes pratiques utiles pour que leurs performances ou bien leurs expertises soient mises en valeur de manière de qualité, qu'ils aient une expertise de qualité qui soit mise en branle à chaque fois qu'ils se mobilisent. Ça va les aider déjà, tous les problèmes que j'ai cités tantôt, à savoir comment structurer un bon profil. Profil individuel, profil cabinet, comment structurer les références, comment se rassurer qu'on présente, parce que un CV s'adapte à chaque offre. Je peux être multicompétence, mais il faut que je sois en mesure, à chaque fois que je vais soumissionner, de mettre en exergue un certain nombre de compétences bien précises, un certain nombre de références bien précises. Ce n'est pas toutes les références que je vais mettre si je soumissionne pour les impôts, si je soumissionne pour la douane, que lorsque je soumissionne peut-être pour le garage ou bien une usine d'huilerie ou quelque chose comme ça. Donc les références qu'ils veulent voir sont différentes. Il faut qu'on soit à mesure donc de structurer un profil de valeur qui va être soumis à ces maîtres d'ouvrage. L'autre élément qui m'a intéressé, c'est la capacité à pouvoir exécuter. Euh, vous pouvez capaciter les gens à savoir comment exécuter de manière correcte un contrat. Il faut savoir lire les contrats, il faut souvent anticiper sur les contentieux, il faut savoir dès le départ mettre tous les tableaux de bord de suivi et évaluation qui vous permettront de vous rassurer que chaque fois vous avez la capacité de mettre un plan d'assurance qualité en amont qui vous permettra de vous rassurer que tous les livres que vous allez produire sont de qualité et que ça ne sera jamais rejeté ou alors très faiblement rejeté par le maître d'ouvrage qui est en face.
J'ai vu également un aspect qui est très important, c'est comment utiliser les outils digitaux, parce que ça m'intéresse, notamment comment mettre en branle tous ces outils qui se mettent aujourd'hui, qui foisonnent sur les réseaux sociaux, sur Internet, notamment l'intelligence artificielle, comment utiliser intelligemment l'intelligence artificielle pour pouvoir devenir un consultant augmenté, si je peux dire ça comme ça, pour devenir un consultant augmenté. Non pas pour que l'intelligence artificielle se substitue à votre capacité à produire des livrables de qualité, mais que ça aide davantage à, comment je vais dire, à booster votre capacité à produire ces livrables de meilleure qualité plus rapidement et plus efficacement. Donc voilà un autre domaine qui m'a beaucoup intéressé dans votre certification. Et je suis également très sensible à tout ce qui concerne l'éthique et la déontologie. Et j'ai vu que vous avez un module également au niveau de la certification ICP qui en parle. Et ça, c'est dans notre écosystème. Bon, moi, je suis camerounais. On a été pendant plusieurs années numéro un de quelque chose que je ne vais pas citer devant une caméra. Donc, ce qui fait que tout ce qui est bonne pratique, tout ce qui est éthique, tout ce qui est lutte contre la corruption, blanchiment d'argent et tout ce qui se cache souvent autour des prestations intellectuelles en particulier, parce que les consultants qui font les études et tout ça, c'est très souvent difficile de faire un lien entre le coût de la prestation et le volume du livrable, parce que la complexité du livrable ne se mesure pas au volume de documents qu'on a produits, mais à la qualité de problème que ce livrable aide à résoudre. Est-ce que ça résout efficacement le problème? Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 10 pages de livrable et qui vous coûte 10 millions de dollars, et vous avez quelqu'un d'autre qui vous en produit 1000 pages pour 1 million de francs CFA. Euh, pour un profane, on va dire, mais attends, c'est avec ça qu'il a eu. Non, mais est-ce que produire ces 10 pages était à la portée de n'importe qui? Non, pas du tout. Donc, il faut être en mesure de pouvoir, donc, comment je vais dire, gérer tout ça, se mettre donc dans une dimension qui vous permette de gérer la déontologie, l'éthique et le respect de toutes les valeurs, surtout nos valeurs africaines qui ont tendance à être noyées dans les choses un peu plus, les choses d'ailleurs. Voilà.